Cette conférence augmente- va maintenant être enregistrée. augmenter des taux de renouvellement d'air pour les autres locaux. Bon, après, segmentation par zone, les multiplications de prises d'oxygène, ça n'a pas posé beaucoup de problèmes, semble-t-il. Et puis, bon, différents types de protection. Ce qu'on peut quand même constater, c'est que ça a été des mesures prises dans l'urgence et ça a été remarquable de voir ce qui a été fait. Mais en termes d'hygiène hospitalière ou de risque par rapport à des patients infectieux, bon, on est souvent arrivé à des solutions minimalistes, y compris avec des recommandations du type d'ouvrir les fenêtres des chambres assez souvent pour aérer, ce qui est quand même limite, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, c'est quelques petites opportunités significatives. Vous voyez en haut à droite, c'est le bâtiment Rennes-Mélésans, c'est ce qu'on appelait le RBI, le Réanimation Bloc Interventionnel, qui était un nouveau bâtiment sur l'hôpital de Créteil, qui devait ouvrir à l'automne 2020 et grâce à une mobilisation exceptionnelle de l'APHP, de Rabot du Tilleul, l'entreprise, de la maîtrise d'œuvre et des autorités administratives, ils sont arrivés à ouvrir dès avril et ils ont pu disposer comme ça de 85 lits de réanimation qui ont été un ballon d'oxygène pour la PHP. En bas à gauche, on voit l'aile nord du Rikshospitalet à Copenhague, au Danemark, où là, le bâtiment venait d'être inauguré par la reine. Et avant qu'il soit mis en service, c'est juste arrivé avec l'épidémie. Et donc, ils ont orienté tous les patients Covid dans ce bâtiment qui était tout prêt à les recevoir. Et puis en bas à droite, c'est aussi un exemple à Toronto d'une nouvelle tour dans l'hôpital Saint-Michael et qui devait ouvrir dans 4 ou 5 mois. Ils ont ouvert 2 étages, soit 33 lits de soins critiques en prématuré, si je peux dire, en avance. Deuxième typologie, beaucoup plus radicale, oui, c'est le cas de le dire, c'est la création carrément de nouveaux hôpitaux Covid ex nihilo. Alors, vous avez tous entendu parler, enfin, vu à la télé l'exemple de l'hôpital Hua Shenchan à Wuhan, que vous voyez dans les deux petites photos en bas à gauche. Bon, ça a été un truc fantastique. Hein. Bon, on a parlé d'une création en 10 jours. Bon, certains l'ont mis en doute, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été une mobilisation des autorités chinoises et du système industriel chinois avec des commandes de création de modules dans différentes unités dans le pays, le tout piloté par entièrement automatique et avec un pilotage 5G, pilotage BIM et un montage dans un délai fantastique. 34 000 mètres carrés, 1000 chambres de 1 et 2 lits, avec mise en dépression de toutes ces chambres, plus, comme vous le voyez en bas à gauche, des lits de soins critiques, et puis du personnel médical militaire, donc, qui fait qu'il a été mis en route extrêmement rapidement. Un autre exemple qui finalement n'est pas très connu, mais beaucoup plus proche de nous, c'est à Madrid, l'hôpital Isabel Zendal, que vous voyez sur les 3 autres photos. Alors, la décision a été prise en mars. L'idée était de le créer en 100 jours. En fait, il a ouvert en décembre pour 240 lits qui après sont devenus 400. Alors vous voyez, c'est assez particulier. C'est un grand bâtiment de type un petit peu industriel dans lequel vous avez des modules de 8 lits séparés par des cloisons de faible niveau, le tout dans ce volume qui fait 12 mètres sous toiture avec traitement d'air, mais tout ensemble, si je peux dire. Et donc, des conditions du personnel et d'intimité des patients, certes drastiques,
Il y a eu donc beaucoup de discussions et de polémiques sur ce travail, mais finalement, la municipalité de Madrid considère que ça a été une excellente chose et cet hôpital restera pour toute autre épidémie ou cataclysme qui arriverait. Une troisième typologie qu'on n'a pas du tout connue en France non plus, c'est de reconvertir des bâtiments publics en hôpitaux Covid. Alors, le pilote là-dedans, ça a été le Royaume-Uni, mais c'est aussi passé aux États-Unis, au Canada ou en Russie. Et là, vous voyez à gauche les deux photos, c'est le Excel Center à Londres, c'est-à-dire l'équivalent du Palais des Expos de la porte de Versailles à peu près, où ils avaient prévu carrément d'ouvrir 4000 lits, un hôpital Covid de 4000 lits. Alors vous voyez en bas là, les lits qui sont en rang d'oignon. Là aussi, ça a été fait dans des délais records de quelques jours, avec beaucoup de médiatisation, inauguration par le prince Charles. Et outre celui-là à Londres, ils en ont créé une dizaine, ils appelaient ça les Nightingale Hospitals, que ce soit à Manchester, Glasgow, enfin dans différentes villes. Alors là aussi, vous voyez, ce sont bien des lits de soins critiques avec respirateurs et tout ce qu'il faut, mais en rang d'oignon sur d'immenses zones. Et en fait, ça s'est très mal passé. Ils ont ouvert d'abord 400 lits au départ. Et en fait, ils n'ont eu que 54 patients. Le NHS n'a pas voulu envoyer du personnel, a critiqué le fait qu'il n'y avait pas d'équipement du type imagerie et tout. Et ça a été un échec qui a fait une grande polémique. Et puis à droite, c'est aux États-Unis, le Javits Convention Center à Manhattan, lui aussi qui a été transformé, alors avec un système un petit peu différent. Ça a été l'idée d'ouvrir un hôpital de 1200 lits qui pouvait être porté à 2900 lits, mais c'était des lits non Covid. Donc l'idée était d'alléger la charge des hôpitaux de New York en prenant des patients non Covid dans cet hôpital pour libérer dans ces hôpitaux. Et le tout a été géré et soutenu avec un personnel médical militaire actif et réserve. Donc ça s'est relativement bien passé et ils ont reçu 1000 patients, mais finalement ça n'a quand même pas duré très longtemps et ils l'ont désarmé un mois plus tard. Ça a été un petit peu pareil au Canada et en Russie aussi. En Russie, j'avais un exemple où c'était dans une patinoire. Autre typologie, créer des structures alors, de soins critiques, puisque c'était quand même le plus gros besoin, dans des bâtiments modulaires qui viendraient renforcer des hôpitaux existants. L'idée étant que les contraintes d'une réanimation sont lourdes et afin de bien les prendre en compte et d'optimiser la charge de travail du personnel, essayer d'installer ces compléments auprès des hôpitaux existants qui bénéficieraient des équipements du plateau technique, imagerie, laboratoire, des équipements techniques aussi, comme les fluides médicaux, l'énergie, les secours électriques, et puis des ressources humaines du site. L'idée étant de pouvoir installer ces unités dans des délais très rapides. Donc là, je fais un petit peu la pub de notre association IHF, puisque dès le mois de mars, IHF s'est mobilisé là-dessus et dès début avril, en liaison avec la commission architecture et ingénierie, les hospices civils de Lyon, la FIB et UniHA, il a été lancé un appel à manifestation d'intérêt sur ce type de structure, qui a eu un assez grand succès avec des réponses d'ailleurs internationales, y compris une réponse chinoise. Ensuite, on a enchaîné avec une rédaction d'un cahier des charges et puis on a déroulé toute une procédure, appel à candidature, après lancement des
de la procédure elle-même, réception des offres, et puis ça a débouché sur 4 offres qui étaient techniquement valables, et on a pu en retenir que 3 parce qu'il y en a une pour un motif administratif qui a dû être éliminée. Alors, je vais vous les montrer très très rapidement. Hein. Vous voyez, c'est des unités. Alors, c'était des unités qui pouvaient être modulées entre 15 et 30 lits sur la base d'un module de 5 lits et un poste de soins. Donc là, vous voyez 3 x 5, 3 x 5, les locaux communs, et puis en superstructure, les locaux techniques. Ça, c'était la solution Réamode de Cugnot, A2MO, TLR Architecture, AEC Ingénierie, RV Thermique et Gettinge. Il y avait une seconde qui est assez originale, Hoplite de Imebio, Erina, Groupe 6, Life Engineering, Aspida et GL Events, avec là aussi un système, un fonctionnement un petit peu du même type. Hein. Chaque fois, là, je vous montre des unités de 30 lits, mais elles auraient pu être de 15, 20 ou 25. Là, avec des matériaux un petit peu innovants, des parois en textile, là aussi les équipements techniques en toiture, et puis une sorte de grande structure transparente qui venait coiffer le tout. Et puis la troisième retenue, c'était iCare de 2 fabricants, Mangini et Tilsider d'Italie, avec Assar Architects et OTE Ingénierie. Là aussi, on retrouve les modules de 5 chambres d'un poste dualisé, et puis au milieu, les locaux communs. Et là, c'était des conteneurs métalliques, mais des conteneurs métalliques qui ne sont pas des conteneurs maritimes, parce que autrement, ils sont trop étroits, mais des conteneurs métalliques qui ont été créés, qui pouvaient être créés spécialement. Alors, institutionnel, comme l'idée était que une structure sous la conférence des DG pourrait acheter 4 ou 5, ou en tout cas quelques unités, les déployer très rapidement sur un site, puisque une fois qu'elles auront été... La fabrication, c'était pour le plus court, c'était 4 mois, d'autres s'étalaient un peu plus longuement. Par contre, une fois qu'elles étaient fabriquées, elles pouvaient être montées sur un site dans un délai extrêmement rapide. Malheureusement, cette procédure n'a eu aucune suite en France. Par contre, on peut dire que des solutions un peu proches ont été mises en œuvre, par exemple en Italie. Et c'était le même groupement Mangini et Tilsider là qui a équipé 6 hôpitaux en Italie, 2 à Rome et 4 autres en région, avec des structures un peu différentes, puisque c'est pas des chambres individuelles, mais voilà, qui sont venus en complément. Alors là, on voit qu'il n'y avait pas d'architecte, hein, ça a été un peu plus on va dire, de l'industriel brut de décoffrage, mais ça a été, semble-t-il, d'une grande aide, et d'ailleurs ça fonctionne toujours sur les hôpitaux où ça a été mis en route. Dernière typologie importante et aussi très diverse, c'est le déploiement de structures légères de type tente, pour renforcer les capacités d'hôpitaux existants. Alors, vous vous rappelez certainement l'hôpital de Mulhouse, avec un hôpital militaire de campagne qui a été déployé par le service sanitaire des armées, qui a d'ailleurs aidé, on va dire, l'hôpital de Mulhouse, d'autant plus que là aussi le personnel médical était militaire. Bon, là, il y a eu des déploiements de ce type dans beaucoup de pays. Là, en bas à gauche, c'est Madrid, par exemple. Il y en a eu dans le nord de l'Europe, il y en a eu aussi au Canada. En fait, bon, ça n'a pas du tout été reproduit dans le sens que ces hôpitaux de campagne militaire sont vraiment faits plutôt pour de la traumatologie, de la chirurgie de guerre, faits pour des patients qui restent un ou 2 jours après une opération puis qui sont évacués sur l'arrière, alors que là, on avait affaire à des patients de type infectieux et dont le séjour en réanimation, vous vous en rappelez, était plutôt de 2 ou 3 semaines. Donc, c'est clairement une solution
qui n'étaient pas adaptés. En bas à droite, il y a par contre une variante qui peut parfois être intéressante, ça a été à Cayenne, et là c'est un hôpital de campagne de la sécurité civile qui dispose d'une salle d'opération, d'une imagerie, d'un dispositif, d'une modalité d'imagerie, et puis de 20 lits, dont 4 lits de soins critiques. Et en fait, ça a pris le relais des urgences de l'hôpital de Cayenne, permettant ainsi que les urgences de l'hôpital de Cayenne se concentrent totalement sur les patients Covid. Alors, ces tentes, il y a eu de divers déploiements, là aussi beaucoup au Canada ou dans les pays nordiques. Et là, on a un exemple, parce que tente, le terme est vague, et là, on a un exemple en Ontario d'une tente de type beaucoup plus performante que ce qu'on a vu, type événementiel, qui a monté un service pour accueillir 90 patients. Et là, vous le voyez, disposant d'une climatisation, traitement d'air, disons de tout un tas d'aménités. Et ce sont peut-être des éléments dont il faudra se rappeler. Et puis, la plus grosse utilisation des tentes, ça a été pour renforcer l'accueil et le tri en s'installant en amont de l'entrée des urgences. Là, vous avez à droite 2 hôpitaux aux États-Unis, à gauche en haut le CHU de Reims avec une tente de Médecins sans frontières, et puis en bas l'hôpital de Rodez. Donc toujours cette idée, les patients arrivent là, ils sont triés en patients Covid, non Covid, et ils sont orientés à ce moment-là sur des structures et des circulations qui sont ciblées. C'est un petit tour rapide. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure quand on voit tout ça? Bon, vous savez, dans cette lutte contre cette pandémie, les vaccins, amélioration des traitements, mais elle perdure au niveau mondial. J'écrivais ça en septembre. Ben voilà, maintenant on est 5e vague, il y a le nouveau variant qui arrive, qui inquiète tout le monde. L'OMS avait déjà mis en garde sur le risque grandissant de nouvelles pandémies. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que ces dispositions qui ont été prises par les hôpitaux, lors notamment du premier pic, mais des autres, ont sauvé de nombreuses vies, c'est clair, mais au prix d'une diminution des autres soins avec des conséquences clairement significatives en matière de santé publique. C'est quelque chose qui est finalement assez peu évoqué. Il y avait un article de la FHF qui était en septembre 2020 qui expliquait que la première vague, c'était 2 millions d'opérations en France qui avaient été reportées. Et avant même que ce bilan soit, si je peux dire, rattrapé, la deuxième vague est arrivée et puis les vagues se succèdent. Alors c'est sûr qu'actuellement, les déprogrammations sont moindres comparées à la première vague, mais elles sont quand même très importantes. Et il y a là un problème de santé publique qui pose question. Par exemple, au Royaume-Uni, où ils traitent un peu plus de chiffres, parce que c'est difficile de trouver des chiffres en France, du moins à mon niveau. Ils expliquent qu'il y avait avant le Covid à peu près 2,5 millions de patients britanniques qui attendaient pour une opération, parce que le NHS était déjà engorgé, et actuellement ils en sont à 6 millions. Après, il y a aussi les conséquences sur les conditions dans lesquelles on a accueilli ces patients. On a affaire à des patients avec des infectieux, avec une maladie qui est quand même qui peut avoir des risques importants, et on les a souvent accueillis avec disons, des conditions minimales, comme je parlais, ouvrir les fenêtres ou des éléments comme ça. Alors, autant on peut comprendre qu'à la première vague, on ne pouvait pas faire autrement,
Après cette première vague, comme je l'ai dit, que ce soit au niveau médical, logistique ou biomédical, de nombreux dispositifs ont été mis en place pour améliorer en cas de récidive. Mais à notre connaissance, en ce qui concerne les réponses spatiales, on n'a pas vu grand-chose. Il en résulte que les mêmes solutions sont reproduites à chaque pic et apparemment sans amélioration significative. Alors, des conditions de travail et de sécurité des personnels, hein, c'est ce dont je parlais, quand on met des patients Covid dans des locaux qui ne sont pas en dépression, qui n'ont pas tous les éléments de filtration, on prend quand même, on multiplie les risques, et puis aussi des conditions d'accueil des patients, avec toujours ces plans blancs et le report consécutif d'une partie des soins programmés. C'est pour ça que je pense qu'il est urgent qu'une réflexion s'engage ou se poursuive, si tant est qu'il y en ait une, pour véritablement réfléchir sur cette problématique de déploiement d'espaces éphémères adaptés aux défis à venir. Et ça implique un partage d'expériences entre les parties concernées, des évaluations, des améliorations à apporter dans les établissements existants au-delà des constructions futures, c'est-à-dire est-ce que vraiment, depuis la première épidémie, est-ce qu'on a fait des travaux au niveau des systèmes de ventilation pour, par exemple, permettre plus de mise en dépression ou plus de renouvellement d'air? Ce sont des travaux qui sont quand même possibles, même en milieu occupé. Et puis aussi la recherche de solutions innovantes pour traiter de nouvelles vagues ou de nouvelles épidémies. Alors, il y a le déploiement des URM dont je vous parlais. Il y a, je vais prendre un exemple, c'est le seul que je connaisse, le kit AGEMA, qui est un test qui est actuellement testé conjointement par les HCL et la société Aspida. C'est un système pour développer dans un délai très rapide un système pour transformer une chambre habituelle, une chambre classique, je veux dire, en une chambre pour un patient à risque hautement infectieux, c'est-à-dire en améliorant l'étanchéité et en apportant un système de traitement d'air avec mise en dépression et puis filtration. Donc là aussi, sécurité pour le personnel et les patients aussi. Ce test est en cours et fera d'ailleurs l'objet d'un retour d'expérience aux prochaines journées IHF. Donc cette réflexion, à mon sens, elle devrait déboucher sur des recommandations qui, me semble-t-il, n'existent pas vraiment et qui pourraient être partagées par tous les établissements de santé. Alors, l'exercice est moins excitant que de réfléchir sur la construction de nouveaux bâtiments. Je pense quand même que c'est un exercice qui est tout à fait indispensable et dont il faudrait se saisir. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Je suis à vos dispositions pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup Jacques pour cette présentation très très complète. Je sens une pointe un peu de critique et d'amertume. On en est à la 5e vague et on n'a pas réussi collégialement à ressortir des recommandations. De ce que tu nous présentes, on voit qu'il y a des réponses qui sont très 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 variées d'un pays à l'autre ou même à l'intérieur d'un même pays, puisqu'en France on a eu des réponses parfois très différentes qui étaient liées à la typologie de chacun de nos établissements. Je crois quand même qu'on a engagé des réflexions sur nos bâtiments en cours de construction quand on en avait. On pourrait éventuellement échanger là-dessus aussi. Alors, moi, je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, c'est vrai que c'est une présentation qui est très complète et qui est intéressante parce qu'elle nous a permis de découvrir, en tout cas pour ma part, ce qui se passait dans d'autres pays. Alors, écoutez, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser vos questions en direct. À vous la parole. Moi, je veux bien commencer. Oui, Marie-Ange Marie-Ange. Tincelin. C'est une question que j'ai déjà posée à Jacques, mais du coup, je vais la poser de manière un peu plus collégiale. Il y a un document qui a été diffusé par la DGOS au mois de février, il me semble, qui s'appelle Retour d'expérience et qui donne un certain nombre
de préconisations sur un certain nombre de services. Alors, il s'agit de conception architecturale et technique, donc on est sur des établissements à construire, hein, pas sur des établissements existants quand on lit ce document. Et je m'interrogeais sur sa diffusion et sa mise en application en fait de ce document. Alors, bon, en ce qui me concerne, c'est toi qui me l'as envoyé, donc, mais bon, étant retraité, peut-être a-t-il une grosse diffusion, on verra ça avec les autres collègues. Mais à côté de ça, j'en ai pris connaissance, j'ai quand même été un petit peu surpris par la légèreté de la chose, à mon avis. Hein. C'est bien de montrer avec un grand plan et plein de flèches que si on veut avoir des circulations séparées entre patients Covid et non Covid, à mon avis, il n'y a pas besoin on s'adresse à des architectes et des ingénieurs qui savent parfaitement le faire. Par contre, à côté de ça, il y a des prises de position, par exemple, qui me surprennent énormément, comme par exemple de dire qu'il n'y a pas besoin de mettre en dépression des locaux, qu'il suffit de les mettre en isopression. Ce travail, d'ailleurs, on n'apparaît aucun nom de personnes qui ont participé à ça. Moi, je m'interroge, est-ce qu'il y a des hygiénistes qui ont validé ce genre de choses? Parce que on est quand même dans un problème de risque infectieux dont le classement est discuté entre niveau 3 et niveau 4, mais qui est important. Donc j'ai trouvé que c'était un document, en tout cas, qui est le moins qu'on puisse dire, qui est véritablement à parfaire. Après, ma critique, c'était plus sur pas tellement la réflexion sur les futurs bâtiments. J'ai bien compris que ça, elle est assez bien prise en compte, notamment par des équipes à la fois d'architectes, d'ingénieurs et puis des hôpitaux. Mais plutôt, est-ce qu'on ne peut pas faire tout de suite quelque chose? Parce que je veux dire, c'est bien de réfléchir à la construction des nouveaux hôpitaux, mais ce n'est pas ce qui va nous sortir du quotidien, puisque maintenant, ça devient quand même un quotidien, me semble-t-il. Pierre, ton micro est coupé, je crois. Merci Marie-Ange, oui, je parlais dans le vide. Il y avait une question de Frédéric qui dit est-ce que ce document nous sera opposable? Alors moi je ne sais plus de quel document on parle parce que dans la dizaine de documents qu'on a reçus de la DGOS, parce que je me demande si c'était pas un document tous les jours, enfin via nos ARS, nos alertes, etc. On a été noyé de documents et on n'en retient plus, enfin pour ma part, je n'en retiens plus grand-chose. Alors peut-être qu'il faudra que j'exhume celui-là ou Jacques, tu me le repasseras et puis je le remettrai en lien sur la présentation d'aujourd'hui pour qu'on se le remette en mémoire, particulièrement celui-là. Mais au-delà de ça, en fait, est-ce qu'il y a un document qui soit partagé par vous, ingénieur hospitalier, et qui fasse un peu jurisprudence, comme disent les avocats, sur le domaine ou pour l'instant, c'est des choses qui sont en cours, des documents de travail et pour l'instant, il n'y a pas de position réellement commune? C'était plutôt ça le sens de ma question. Alors, la réponse que je peux donner, c'est qu'il y a un groupe de travail au sein de la commission ingénierie architecture des CHU qui s'est constitué autour de la thématique Covid, qui a essayé de recenser un certain nombre d'éléments de différents établissements qui ont fait des choses, dont Strasbourg par exemple, et ils vont essayer d'en faire un document qui sera publiable et sans doute publié, mais avec toujours, enfin, on essaye de sortir des documents de qualité, et pour des documents de qualité, on prend toujours le temps de la réflexion. Je pense qu'il n'est pas annoncé avant février ou avril. On tente une publication pour février, mais rien n'est certain encore. Merci. Alexandre, Frédéric, tu avais d'autres questions. Est-ce que les ratios de construction et aménagement seront réévalués suite à ce retour d'expérience?
Alors, je vais essayer de donner ma réponse aussi à ma maigre place, et puis Jacques, tu pourras compléter. Il semblerait que pour l'instant, il y a un imbroglio ou un flou autour des ratios, des prix au mètre carré et de tout ce qu'on veut sur nos constructions neuves avec les... Alors, je vais pas parler d'interférence ni d'ingérence, mais les travaux du CNIS sur les gros projets, où ils essayent de mettre en avant en fait les recommandations de chaque établissement sans évaluer la soutenabilité financière de ce qui pourrait en sortir. Donc je pense que c'est encore un peu tôt pour répondre à cette question, mais il y aura toujours une réalité économique qui nous sera opposable, c'est que nos constructions, il va falloir les financer. Donc je crois qu'il y a des tentatives pour faire sauter tous les ratios, mais nos systèmes de ratios ont la vie dure malheureusement. Jacques, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, 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 je suis pas très optimiste. Je connais la composition de ce dont tu parles, du comité scientifique du CNIS. Bon, je vois pas très bien ce que ça peut sortir. C'est encore une réflexion, ce que j'appelle de l'entre-soi. Hein, je veux faire remarquer que dans cette commission, il n'y a pas d'architecte, par exemple. Bon, c'est assez marrant qu'on réfléchisse sur l'hôpital de demain, mais on n'a pas besoin d'architecte pour ça. Voilà. Donc, je suis très négatif, je m'excuse, hein, mais bon. C'est ta position, pas de souci. Tu as ta liberté de parole en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, toujours Frédéric qui met en parle de la prise en charge des patients. Qu'en est-il des familles? Alors c'est vrai que les familles sont très écartées de tous nos processus, puisque plus les vagues montent, plus les portes de nos hôpitaux se ferment. Je ne sais pas si quelqu'un veut apporter une réponse complémentaire. Si Jacques, tu as une réponse complémentaire à apporter. J'ai pas vu la question, On parle de la prise en charge des patients. Qu'en est-il des familles? je ne sais pas. On est un peu sec sur le sujet, Frédéric. C'est vrai que je pense qu'on Moi, part à j'aurais une l'urgence. question. Moi, j'aurais une question par rapport aux collègues qui sont dans le bain. C'est est-ce que je reviens sur quelque chose qui me trouble beaucoup, c'est cette histoire de traitement d'air et de la façon dont on gère actuellement des patients hautement infectieux. Je dirais, avec une sorte de désinvolture au niveau des prescriptions de traitement d'air. Et est-ce que dans les programmes que vous avez, dans les projets annuels, pas les gros travaux, est-ce que parmi ceux qui sont là, est-ce qu'il y a des projets, par exemple, justement, de modifier des installations de traitement d'air pour pouvoir mieux recevoir ces patients infectieux dans les locaux existants? Ça ne déchaîne pas les foules. Moi, je vais donner la réponse pour le CHU de Caen. Nous, on se concentre sur notre reconstruction et on bricole sur l'existant. Donc, la réponse est plutôt non, on va dire. Pas d'autres interventions sur le sujet? Bon, ça laisse tout le monde sans voix, Jacques, cette question. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que les gens se déconnectent petit à petit. Frédéric qui dit bravo Jacques parce qu'il n'a pas de micro et qui demande que pensez-vous des systèmes mobiles de purificateurs d'air? Alors je sais que nous on en a testé quelques-uns. Ça a de l'effet. Après, c'est toujours une histoire de moyens, ça a un coût. Donc c'est bénéfice-risque. Et j'ai envie de dire, nous, ce qui a été mis en place, ça a toujours été mis en place sur la base des préconisations et des discussions qu'on a pu avoir avec services d'hygiène pour faire ou ne pas faire. Moi, j'ai une dernière question, parce qu'on parle des murs et de traitement d'air, mais au fond,
on voit bien que trouver des surfaces disponibles et trouver des dispositions d'adaptation du traitement d'air à travers la présentation de Jacques, on voit que ça s'est fait peut-être un peu partout dans le monde avec des systèmes provisoires ou des adaptations. Par contre, le grand chantier de trouver des soignants qui soient capables de faire tourner ces installations, ma question, elle était un peu, est-ce que il y a aujourd'hui des cycles, des évolutions des cycles de formation, un peu comme dans les officiers de réserve dans l'armée pour avoir, un contingent de personnel qui soit capable de venir en renfort dans ces situations de crise dont on voit qu'elles sont pas des crises aiguës, mais des crises un peu longues et donc, il y a quand même besoin sur le long terme, sur des moyens termes, on va dire, de renfort de personnel. Alors, je peux donner deux éléments de réponse. Un élément de réponse qui était dans la presse ce midi, où il parlait de la PHP, 3000 démissions d'infirmiers et infirmières sur Paris sur ces derniers. Alors, il partait du 1er janvier jusqu'au 30 novembre, je crois, et seulement 1800 recrutements. Donc, sans parler de réserve, maintenant, on n'a plus les effectifs minimums pour faire tourner nos services dans leur configuration telle qu'elles étaient avant la crise. Moi, je vois passer par exemple sur notre GHT, c'est quasiment tous les jours des fermetures temporaires de services dans tel ou tel établissement par manque de personnel et pas seulement des médecins, hein, aussi des infirmiers. Donc là, on est vraiment dans une gestion de crise et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que la réponse, c'est une réponse à l'urgence, c'est déclencher vos plans blancs. Alors, non pas pour rappeler vos personnels sur les congés, parce qu'ils sont ils font très attention à ne pas encore surcharger le peu de personnel qui reste, ou en tout cas les personnels qui restent, mais simplement pour engager des déprogrammations et pour soulager en fait notre système. Donc, on est encore dans la gestion d'une crise et je crois que pour répondre à ta question, Maërie-Ange, on n'est pas dans l'après-crise et la projection sur le futur. On est encore le nez dans le cambouis, là, hein. Les mains dans le cambouis, pardon. Merci Je pour la crois qu'en franchise plus, de la réponse. Ouais. je Oui, crois François. qu'en plus, ce problème qu'on a eu, ces crises Covid, a accentué cette problématique de recrutement, en effet, d'infirmières et d'infirmières spécialistes en réanimation, puisque, comme tu le disais, on a des démissions massives dans toutes les écoles, dans toutes les IFSI aujourd'hui. Non, je crois que les problèmes sont devant nous, ils ne sont pas derrière nous en termes de personnel soignant, et pas que soignant d'ailleurs, hein, parce que moi je peux parler à ma petite échelle. Nous, on a eu des démissions de personnel technique, pas en masse, mais on en a eu quelques-unes, mais ça reste quand même significatif, de techniciens qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui ont préféré démissionner et repartir ailleurs, hein. Enfin, on est sur des métiers qui sont en tension. Demain, ils trouvent du travail sans problème ailleurs, hein. Donc, on a une vraie crise de vocation, hein, à l'hôpital, soignants et non soignants. Et à mon avis, ça renforce d'autant plus l'idée qu'il faut, bien sûr, le problème principal, c'est les ressources humaines, c'est pas le spatial, on est d'accord. Mais le spatial peut aider à fournir des conditions de travail au personnel qui lui soient rassurantes. Encore une fois, je pense que traiter des patients hautement infectieux dans des locaux qui ne sont pas adaptés, d'abord, c'est une augmentation de la charge de travail, et ensuite, c'est des risques. Des risques, or, ce personnel, il a des familles, il rentre chez lui le soir, il n'a pas forcément envie de ramener, voilà. Et je pense que c'est un des éléments qu'il faudra certainement travailler à côté peut-être de l'augmentation du salaire ou d'autres types, si on veut qu'il y ait une attractivité pour le personnel médical et soignant. Je pense que la bonne direction est là, Jacques. Alors juste une information, en tout cas pour les CHU et pour ceux que ça intéresse, même s'ils ne sont pas dans les CHU et qu'ils ont un retour d'expérience à partager, ils peuvent prendre contact avec Cédric Garot au CHU de Reims,
qui est la personne qui coordonne un peu les travaux autour de ce retour d'expérience Covid et qui tient le crayon pour la publication des CHU qui va bientôt sortir. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Jacques pour cette présentation. Merci à tous ceux qui ont pu participer. Et puis, pour ceux que ça intéresse, donc je mettrai la présentation de Jacques dès qu'il me l'aura envoyé sur le site IHF. Et je suis désolé, j'ai appuyé un peu trop tard sur la touche enregistrement, donc le début de la conférence sera un peu tronqué. Et puis, comme Jacques est ma doublure, mais que cette fois-ci, il était à la présentation, il n'a pas appuyé sur le bouton pour moi. Merci beaucoup, Jacques. Merci à tous de votre participation. Le mot de la fin est à toi, Jacques. Non, ben écoutez, je vous remercie d'avoir consacré un peu votre temps à ce petit échange. Et puis, que dire? C'est une affaire à suivre, en tout cas. Voilà. Malheureusement, ça reste d'actualité. Le mot de la fin, affaire à suivre. À très bientôt à tous. Au revoir.